La montagne ne s'était jamais retournée contre lui. Elle l'avait poussé tester, dépouiller jusqu'à ses limites, puis exiger davantage, mais elle lui avait toujours permis de rester. Elle l'avait laissé meurtri, affamé, et gelé plus souvent qu'il ne pouvait le compter, mais elle ne lui avait jamais refusé une place en son sein. Et maintenant, dans le silence profond et immuable d'un hiver du Montana, Tom Orr se trouvait confronté à quelque chose qui ne venait pas des lignes de crête ou des forêts, quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quelle tempête ou prédateur qu'il ait jamais connu. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait traquer dans la neige ou lire dans le mouvement des arbres, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait viser, devancer ou surpasser. C'était une douleur qu'il ne pouvait pas localiser avec précision, une faiblesse qui ne répondait pas à la volonté et une vérité qui commençait à prendre forme d'une manière qui menaçait la seule vie qu'il avait jamais comprise. Avant que les premières lueurs du matin n'atteignent la vallée du Yaak, Tom sortit dans le froid qui avait défini son existence pendant des décennies. La neige sous ses bottes craquait cassante comme du verre chaque pas, résonnant dans le calme. L'air coupait ses poumons, avec une acuité familière, le genre qui ferait retourner la plupart des gens à l'intérieur, mais pour lui c'était tout autre chose. C'était chez lui, c'était la preuve qu'il était exactement là où il devait être. Pendant des années, il a vécu sans horaire ni systèmes imposés par le monde extérieur. Le soleil dictait son temps, la terre dictait son travail et son propre jugement dictait tout le reste. Sur Mountain Men, les gens ont vu une version de cette vie, un homme façonné par la nature sauvage, stable dans ses mouvements précis, dans ses actions inébranlables, dans sa détermination. Mais ce qu'ils ont vu n'était que la surface, seulement la partie qui pouvait être capturée et comprise à distance. Ce matin-là, quelque chose ne va pas. La ligne de piège s'étendait plus loin que d'habitude, disparaissant dans un terrain qui exigeait attention et respect. Les loups s'étaient rapprochés de la ferme, testant les limites d'une manière que Tom ne tolérait pas. Il remonta la pente avec une détermination tranquille, son fusil appuyé contre son épaule. Son souffle s'élevant en nuages lents et mesurés qui se dissolvaient dans l'air froid. Puis sans crier, gare, tout a changé. La douleur n'est pas apparue graduellement, elle ne s'est pas développée et ne s'est pas manifestée de manière subtile. Elle a frappé d'un seul coup, soudaine et accablante, une force écrasante qui s'est fixée sur sa poitrine et lui a volé son souffle au milieu d'une marche. Ses genoux ont cédé sous lui et il s'est laissé tomber dans la neige, une main appuyant fortement sur le sol gelé, l'autre s'agrippant à son manteau comme s'il pouvait l'atteindre à l'intérieur et en extirper la douleur. « Pas aujourd'hui », murmura-t-il, la voix serrée, plus un ordre qu'un appel. Il avait déjà connu la douleur. Il l'avait supportée pendant des années dans le rodéo à travers des os brisés et des impacts violents, à travers des blizzards qui effaçaient la direction et des tempêtes qui mettaient l'endurance à l'épreuve. La douleur dans son monde était quelque chose qu'il fallait surmonter, quelque chose qu'il fallait contrôler. Elle faisait partie du marché, quelque chose qui se gagnait et se supportait. Mais c'était différent. Le monde autour de lui changea. Les arbres semblèrent s'incliner, sa vision se rétrécit, comme si ses bords étaient tirés vers l'intérieur. Le fusil glissa de son épaule et atterrit à côté de lui sans bruit dans la neige. Et pour la première fois depuis des années, quelque chose d'inconnu le traversa, quelque chose de plus froid que le sol sous ses pieds. La peur, il se força à respirer, lentement, délibérément, de façon contrôlée. Inspirer, expirer, encore. La douleur s'atténua légèrement, mais ne disparut pas. Elle resta là, lourde et insistante, comme un avertissement qui refusait d'être ignoré. La cabane était en contrebas. Il se mit debout et commença à avancer, chaque pas prudent, mesuré, ne voulant pas laisser la montagne le voir faiblir. Ce n'était pas de l'orgueil au sens habituel du terme, mais quelque chose de plus profond, un refus d'admettre une faiblesse dans le seul endroit où il avait toujours été sûr de lui. Nancy a ouvert la porte avant qu'il ne l'atteigne. Elle ne posa pas de questions sur les pièges, les loups ou l'état des terres. Ses yeux passèrent rapidement sur lui, lisant ce qu'il essayait de ne pas montrer. « Tu n'as pas raison », dit-elle d'une voix calme mais assurée. « Je vais bien », répondit-il automatiquement, les mots venant de l'habitude plus que de la vérité. Même en les prononçant, quelque chose dans son ton le trahissait. À l'intérieur, la chaleur de la cabane l'enveloppait, le feu claquait doucement, la bouilloire commençait à siffler en chauffant. Il aurait dû se sentir soulagé, mais le malaise l'avait suivi, s'installant juste sous la surface. Il pressa à nouveau sa main contre sa poitrine, sentant la douleur sourde et persistante qui pulsait sous ses côtes. La montagne l'avait déjà mis à l'épreuve d'innombrables façons.
Cette fois, il ne s'agit pas de tester ses compétences, son endurance ou sa connaissance du pays. Il s'agissait de vérifier s'il pouvait survivre à quelque chose qu'il ne comprenait pas. Dans les jours qui suivirent ce moment sur la crête, ne s'est pas estompé. Il est resté avec lui, s'installant dans le rythme de la vie à la cabane, comme une tempête qui refusait de se briser, se pressant tranquillement contre tout ce qu'il faisait. Tom suivait ses routines, mais quelque chose avait changé. L'instinct qui le guidait autrefois sans hésitation était maintenant recouvert de quelque chose d'autre, quelque chose de plus délibéré, de plus prudent. Il aiguisait ses lames à coups lents et réguliers, le son de l'acier contre la pierre étant presque rituel, comme si la répétition seule pouvait rétablir l'équilibre. Il vérifiait ses collets 2 fois, parfois 3, non pas parce qu'il doutait de son habileté, mais parce que la certitude ne venait plus aussi facilement qu'auparavant. Même le simple fait de transporter du bois avait changé. Et il portait des charges plus petites, se disant que c'était de l'efficacité, un signe d'expérience, plutôt qu'une limitation. Mais la vérité l'a suivi à chaque étape. Le souvenir de l'effondrement dans la neige s'était installé quelque part plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. À l'intérieur de la cabane, le silence était différent. Il avait du poids se pressant dans les espaces, entre les mots, s'installant dans les coins où ni lui ni Nancy ne choisissaient de regarder directement. Le feu craquait et se déplaçait, mais il ne faisait pas grand-chose pour briser la tension silencieuse qui s'était emparée de lui. Nancy l'observait non pas ouvertement, non pas d'une manière qui le mettrait au défi, mais avec une conscience constante construite au fil des années de compréhension de qui il était. Elle remarquait les pauses, la légère hésitation avant qu'il ne soulève quelque chose de lourd, la respiration contrôlée qu'il prenait avant de se mettre en mouvement. Elle n'intervenait pas, parce qu'elle savait que dans un endroit comme celui-ci, l'interférence pouvait ressembler à du doute, et le doute était une chose que Tom n'avait jamais acceptée facilement. Pourtant, elle a vu ce qui changeait. Ce n'était pas le genre d'épuisement qu'il avait toujours porté avec fierté. Ce n'était pas la fatigue d'une journée de travail bien accomplie. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus incertain. C'était du calcul, pas de la confiance. Lorsqu'elle lui a dit qu'il se mettait au pas, il a répondu avec la même certitude qu'il avait toujours eue. Il lui a dit qu'il avait connu pire, qu'il connaissait ses limites. Mais lorsqu'elle lui a rappelé gentiment qu'il ne s'était jamais mis au pas un seul jour de sa vie, les mots se sont installés entre eux d'une manière qu'ils ne pouvaient pas ignorer. La montagne l'avait façonné, lui avait enseigné la résilience au fil de décennies d'isolement et d'épreuves. Elle lui avait appris à endurer, à s'adapter, à survivre. Mais la menace à laquelle il était confronté aujourd'hui ne venait pas du monde extérieur. Elle ne se déplaçait pas à travers les arbres ou sur les lignes de crête. Elle a bougé en lui. 2 matins plus tard, alors que la lumière n'avait pas encore atteint la vallée, Tom se prépara à repartir. Nancy suggéra que la longue ligne de piégeage pouvait attendre que le temps pourrait s'adoucir, qu'il n'était pas nécessaire d'insister. Mais la routine avait toujours été son ancre, la chose qui empêchait le doute de s'installer, et il n'était pas prêt à l'abandonner. La neige avait durci pendant la nuit, formant une croûte cassante qui se fissurait à chaque pas. Le froid était plus profond qu'auparavant, traversant les couches et atteignant les muscles qui ne répondaient plus avec la même force incontestée. Pourtant, il avançait poussé par la même détermination obstinée qu'il avait porté à relever tous les défis que la terre avait placés devant lui. À mi-chemin, le monde autour de lui est tombé dans une immobilité si complète qu'elle semblait presque délibérée. Pas de vent, pas de mouvement, pas de son en dehors de sa propre présence. Et puis, lentement, l'étroitesse était revenue. Il resta là, mesurant sa respiration, au silence conscient comme il ne l'avait jamais été auparavant, qu'il n'y avait aucune distraction, rien qui puisse détourner son attention de ce qui se passait à l'intérieur de lui. Il tendit l'oreille à la recherche de quelque chose d'extérieur, de loup, de vent, de tout signe, indiquant que le monde extérieur était toujours la principale menace. Mais il n'y avait rien. Seul le son de son propre pouls irrégulier et insistant résonnait dans ses oreilles. À ce moment-là, la prise de conscience s'est faite avec une clarté impossible à ignorer. La force la plus imprévisible à laquelle il était confronté n'était plus la nature sauvage, c'était lui-même. « Je n'ai pas fini », murmura-t-il les mots, dirigés vers l'intérieur comme s'il s'adressait à quelque chose que l'on pouvait encore raisonner. « Je n'abandonne pas. » Il l'a dit comme il l'a toujours fait, avec conviction, en espérant que son corps répondrait comme il l'a toujours fait. Mais cette fois, la réponse a été différente. Le rythme sous ses côtes ne s'est pas stabilisé. Il n'a pas obéi. Il a continué selon ses propres termes, indifférent à sa volonté insensible, à sa détermination. Et pour la première fois dans une vie définie par le contrôle, Tom Orr s'est retrouvé au milieu de la nature sauvage et a fait face à quelque chose qu'il ne pouvait pas commander.
quelque chose qu'il ne pouvait pas survivre, quelque chose qui ne reconnaissait pas les règles qu'il avait suivies pendant des dizaines d'années. Lorsqu'il revint enfin à la cabane, Nancy lut la vérité sur son visage, avant qu'il ne parle, car des décennies passées à ses côtés lui avaient appris les différences subtiles entre la tension et la peur, et elle n'avait pas besoin d'une confession pour comprendre que quelque chose s'était à nouveau déplacé. Il appela cela un pincement, avec le même ton dédaigneux qu'il aurait pu utiliser pour une coupure ou une contusion mineure, mais elle répliqua avec la certitude ferme de quelqu'un qui connaissait le coup du déni dans un endroit qui punissait l'hésitation. Et lorsqu'il admit qu'il ne savait pas ce que c'était, les mots eurent plus de poids que n'importe quelle blessure qu'il avait jamais nommée. Cet aveu ne résonna pas fort dans la cabane, mais il modifia l'air entre eux car l'incertitude était un langage que Tom parlait rarement. Et l'entendre dans sa voix donnait l'impression d'être témoin d'une fracture dans la pierre. Alors que la nuit tombait et que la température extérieure baissait, il restait éveillé, écoutant la respiration de Nancy. Se calmait dans le sommeil tandis que sa propre poitrine portait une douleur faible, mais persistante, et il comprit avec une clarté plus profonde que le froid que la force seule ne pouvait pas négocier avec le temps. Il avait toujours cru que la survie signifiait survivre à n'importe quelle tempête de la montagne, mais ce nouveau calcul exigeait quelque chose de plus humble que l'endurance parce qu'il fallait reconnaître que le terrain le plus dur qu'il pourrait jamais traverser était le paysage fragile à l'intérieur de son propre corps. La tempête est arrivée sans cérémonie, avalant les sommets et enterrant la vallée sous un balayage blanc implacable. Et Tom Orr a senti la pression de celle-ci bien avant que les premiers flocons lourds ne frappent le toit de la cabane, parce que le baromètre avait chuté avec une netteté décisive que ses os reconnaissaient aussi sûrement que n'importe quel instrument. Le vent portait cette odeur métallique familière de l'hiver profond, celle qui s'installe au fond de la gorge et annonçait des congères assez hautes pour engloutir les poteaux de clôture, et dans les années passées, il l'aurait accueilli comme une preuve qu'il appartenait toujours à cette terre qui exigeait de la vigilance. Au lieu de cela, il se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant le ciel s'assombrir en un gris meurtri, mesurant non pas les chutes de neige, mais le léger tremblement qui parcourait ses mains, et la subtile irrégularité de sa respiration qui était devenue un compagnon indésirable. Le souvenir de la douleur sur la crête ne s'était pas estompé avec le temps, mais s'était incrusté dans sa conscience comme une écharde sous la peau, présent dans chaque soulèvement de bois, et chaque pas sur le sol gelé, et le fait de savoir qu'il pouvait revenir sans avertissement faisait passer la tempête du défi à l'épreuve. Nancy se tenait juste derrière lui, son silence lourd d'observation, et bien qu'elle n'ait rien dit au début, sa présence lui donnait un sentiment de protection qui le troublait plus que le vent qui se levait. Il sella le cheval avec des mouvements plus lents et délibérés, qui trahissaient plus de calcul que de confiance, conscient que même le fait de serrer la bride exigeait une respiration mesurée et une stabilité qu'il considérait autrefois comme acquise. Pride insiste sur le fait que la clôture du périmètre devait être vérifiée avant que les congères ne deviennent impraticables, car le bétail dépendait de la vigilance, et les loups ne respectaient pas l'hésitation. Pourtant, sous cette fierté, une autre voix se demandait si la montagne reconnaissait encore son autorité sur elle. Lorsque Nancy lui dit enfin qu'il n'avait rien à prouver aujourd'hui, ces mots ne contenaient ni accusation ni peur, mais un appel silencieux à la raison. Et il répondit qu'il ne faisait que ce qui devait être fait, bien que même à ses propres oreilles, l'explication sonnait répétitive et mince face aux hurlements qui prenaient de la force au-delà des murs de la cabane. Le trajet s'avéra éreintant dès le premier tronçon de piste, la neige s'accumulant en crêtes épaisses qui forçaient le cheval à peiner et à se déplacer à chaque pas incertain, et Tom sentit chaque secousse à travers la selle se répercuter dans sa poitrine comme une sonnette d'alarme sourde qui refusait d'être réduite au silence. Il contrôlait sa respiration par pure discipline, comptant chaque inspiration et chaque expiration, comme si le rythme seul pouvait imposer un ordre au pouls erratique sous ses côtes, et il fixait ses yeux sur le contour flou de la clôture lointaine, avec la détermination obstinée qui avait défini des décennies dans la vallée du Yak. La tempête transformait les repères familiers en ombres indistinctes, dépouillant la terre de sa clarté réconfortante, et la rendant plus hostile qu'accueillante. Et la réalisation que la maison pouvait sembler si étrangère le troublait plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. À mi-chemin de la porte la plus éloignée, la tension revint avec une précision brutale, serrant assez fort pour voler à la fois la respiration et l'équilibre, et il essaya de se redresser sur la selle, alors que le monde se rétrécissait au bord de sa vision, comme des rideaux que l'on tire pour les fermer. Le cheval trébucha dans une profonde congère au pire moment possible,
ses pattes avant s'enfonçant inopinément, et Tom bascula sur le côté tout en s'agrippant aux rênes dans un réflexe né de l'instinct plutôt que de la force avant de glisser complètement et d'atterrir brutalement dans la neige. L'impact chassa le peu d'air qui restait dans ses poumons dans un souffle brusque qui fut immédiatement avalé par le vent, et pendant plusieurs secondes suspendu, il resta là fixant un ciel qui ne semblait plus vaste mais oppressant, tandis que des flocons se déposaient sur son visage et fondaient contre sa peau surchauffée. Le froid s'infiltrait régulièrement à travers son manteau et dans ses muscles, mais la plus grande terreur ne venait pas de la température, mais de la faiblesse creuse qui se répandait dans ses membres comme de l'eau dans la terre craquelée, parce qu'il était tombé d'innombrables fois dans sa vie, et qu'à chaque fois, il s'était relevé avec un défi qui frôlait l'insouciance. Cette fois-ci, se relever était incertain d'une manière qui ne pouvait être considérée comme un choc momentané. Et la tempête ne s'est pas arrêtée pour sa lutte, pas plus que le vent ne s'est adouci en reconnaissance de sa vulnérabilité. Pendant un long moment qui semblait détaché du temps ordinaire, il a compris avec une clarté saisissante à quel point cela pouvait facilement se terminer. Non pas dans une confrontation dramatique avec un prédateur ou une avalanche, mais dans l'abandon tranquille à un corps qui refusait de coopérer lorsqu'on le lui demandait. Et cette prise de conscience l'a transpercé plus profondément que n'importe quelle autre blessure antérieure. Les souvenirs des arènes de rodéo rugissantes et de la poussière s'élevant sous les sabots des muscles enroulés avec une puissance juvénile et des poumons qui ne remettaient jamais en question. Le prochain souffle, on surgit sans crier « gare », et il a vu dans ses flashs un homme dont l'assurance frôlait l'arrogance, parce qu'il n'avait pas encore rencontré une force qui ne pouvait pas être soumise. Cet homme se sentait distant maintenant presque comme un personnage de l'histoire de quelqu'un d'autre, et le contraste entre hier et aujourd'hui a pesé lourdement sur la fierté qu'il avait longtemps soutenue. Il s'est poussé d'abord sur ses coudes puis sur ses genoux, l'effort envoyant une nouvelle vague de vertige qu'il a combattu en serrant la mâchoire et en rétrécissant les yeux, et il a marmonné pour lui-même de se relever comme s'il ordonnait à un vieux partenaire qui avait momentanément faibli. Lentement et avec un effort visible, il se redressa et stabilisa le cheval, dont le souffle anxieux se mêlait à la tempête en nuages agités, et il prit conscience que les battements erratiques de son cœur l'effrayaient plus que la chute elle-même. Il ne termina pas la vérification complète du périmètre, même s'il considéra sa décision comme une stratégie, plutôt qu'une capitulation, se disant que la prudence préservait la force et que la clôture restante pourrait résister une nuit de plus. Pourtant, alors qu'il retournait vers la cabane, la vérité s'imposait plus lourdement à chaque respiration laborieuse. Il n'avait pas choisi de battre en retraite, mais avait été contraint par un corps affirmant des limites qu'il ne pouvait plus ignorer. Lorsque la cabane émergea enfin à travers la poudrerie, comme une forme sombre sur le chaos blanc, le soulagement se mêla à une sobre reconnaissance que la montagne ne pardonnait pas la faiblesse et ne faisait pas de pause pour la fierté, et il comprit avec une clarté plus vive que le froid que la faiblesse n'était plus hypothétique mais réelle et présente. Dans cette dure convergence de la tempête et de la fragilité, Tom reconnut que la bataille à laquelle il faisait face n'était plus seulement contre l'hiver ou les loups, mais contre le lent et indéniable calcul du temps lui-même, et l'indifférence de la montagne rendit cette prise de conscience impossible à échapper. Le trajet hors de la vallée le lendemain matin ressembla à une capitulation tranquille, et Tom Orr s'assit rigidement sur le siège passager, tandis que la ligne d'arbres familière s'éloignait derrière eux chaque kilomètre de route accidentée, mettant de la distance entre lui et la seule vie à laquelle il avait jamais fait confiance. Nancy gardait les yeux tournés vers l'avant, les mains posées sur le volant, mais le silence à l'intérieur du camion était plus pesant que toutes les tempêtes qu'ils avaient endurées ensemble. Aucun des deux n'aimait laisser la montagne sans surveillance, surtout en plein hiver, mais l'automne et la neige avaient effacé toute illusion de pouvoir l'ignorer. La mâchoire de Tom s'est serrée, alors qu'il descendait des hauteurs, troquant l'isolement pour la chaussée, troquant l'autonomie pour les lumières fluorescentes et les salles d'attente. Dans sa jeunesse, il avait affronté sans broncher des taureaux en train de charger, mais l'idée qu'un médecin puisse nommer ce qui se passait dans sa poitrine le troublait d'une manière qu'il ne pouvait pas facilement exprimer. Nancy avait insisté sans élever la voix, et d'une certaine manière cette insistance calme avait plus de force que n'importe quel argument. Au moment où ils ont atteint la petite clinique régionale, la décision semblait irréversible, comme si elle franchissait une frontière invisible entre ce qu'il avait été et ce qu'il pourrait maintenant être forcé de devenir. À l'intérieur, l'air sentait le stérile et l'inconnu, la fumée de bois et le vent froid,
et Tom se sentait manifestement déplacé assis sous des lumières vives qui révélaient chaque trait gravé sur son visage, usé par le temps. Des tests ont été ordonnés, des questions posées, et il a répondu à chacune d'elles avec un minimum de détails, réticent à donner forme à quelque chose qu'il avait passé des jours à essayer d'éviter. Nancy est restée à côté de lui, sa main effleurant de temps en temps, son bras l'ancrant d'une manière qu'il appréciait et détestait à la fois, car avoir besoin d'un ancrage signifiait admettre sa vulnérabilité. Lorsque le médecin est enfin entré avec les résultats, le ton est passé de procédurier à grave, et l'explication a été donnée avec une précision minutieuse qui laissait peu de place à une mauvaise interprétation. Les épisodes, lui a-t-on dit, correspondaient à une tension cardiaque importante, probablement déclenchée par un effort physique prolongé, dans des conditions extrêmes et continuer au même rythme, pourrait entraîner un événement majeur auquel son corps pourrait ne pas survivre. Les mots se sont installés lourdement entre eux, cliniques mais dévastateurs, traduisant des mois de signes d'avertissement subtils en une menace claire et indéniable. Tom a écouté sans s'interrompre l'expression contrôlée, mais quelque chose s'est brisé à l'intérieur car le diagnostic ne concernait pas seulement la santé, mais aussi l'identité. Il a demandé à quel point la tension était trop forte, quelle réduction était nécessaire, comme s'il pouvait y avoir une négociation pour préserver l'essentiel de sa routine. La réponse a été directe. Il devait réduire considérablement les travaux lourds, éviter les efforts importants et rester à portée d'un soutien médical en particulier pendant les rudes périodes hivernales. La poigne de Nancy s'est resserrée autour de sa main à l'évocation de cette phrase à portée de main, car ils comprenaient tous deux ce que cela impliquait quant à l'éloignement de leur propriété. Sur le chemin du retour, le silence est revenu, mais cette fois, il était empreint de peur inexprimée, plutôt que d'incertitude. Finalement, Nancy a pris la parole, la voix ferme mais teintée d'une émotion qu'elle avait retenue pendant des jours, lui disant qu'elle ne pouvait pas continuer à prétendre que l'entêtement était une force, alors qu'il risquait de lui coûter l'homme avec qui elle avait construit sa vie. Il fixa la route sinueuse, absorbant la réalité que la montagne qu'il avait façonnée pouvait maintenant être la chose même qui le mettait en danger. La confrontation qui suivit à l'intérieur de la cabane ce soir-là n'était pas explosive, mais elle était crue d'une manière qui coupait plus profondément que les cris ne pourraient jamais le faire. Nancy se tenait près de l'âtre, la lumière du feu vacillant sur son visage, et lui dit clairement qu'elle avait peur chaque fois qu'il sortait, maintenant peur qu'un effort mal jugé la laisse seule dans une vallée trop vaste et trop silencieuse. Tom s'est d'abord hérissé, insistant sur le fait que reculer revenait à se rendre que la montagne exigeait de la vigilance et qu'il n'avait jamais survécu en choisissant le chemin le plus facile. Elle a répliqué que la survie avait toujours signifié l'adaptation, pas le défi aveugle, et que s'accrocher à un ancien rythme alors que son cœur faiblissait n'était pas de la bravoure mais du déni. La vérité dans ces mots qui s'est restée longtemps après qu'ils aient été prononcés parce que sous sa fierté, il a reconnu le modèle. Il avait essayé de prouver quelque chose à lui-même, à la terre, peut-être même au public invisible, qui considérait sa vie d'homme de montagne comme si l'endurance seule définissait sa valeur. Nancy s'est rapprochée et a admis, sa voix craquant pour la première fois, qu'elle ne se souciait pas de l'image ou de l'héritage, si cela signifiait le perdre à cause d'un effondrement évitable dans la neige. Cet aveu a transpercé sa résistance parce qu'il a recadré la lutte non pas comme homme contre montagne, mais comme mari contre égo. Il exprima enfin la peur qu'il avait gardée enfouie, avouant qu'il ne savait pas qui il serait s'il ne pouvait plus travailler la terre comme il l'avait toujours fait. Nancy répondit doucement qu'il serait toujours l'homme qui avait choisi la vie plutôt que l'orgueil, et que c'était un héritage qui valait la peine d'être protégé. Dans cet échange silencieux, la dure réalité se cristallisa. La plus grande épreuve à laquelle il ait jamais été confronté n'était pas de survivre à la nature sauvage, mais d'accepter que la survie exigeait désormais un changement. Un appel à l'aide. Le matin suivant leur confrontation, Tom Orr est monté sur le porche avant le lever du soleil et a laissé l'air froid s'installer dans ses poumons, le mesurant soigneusement comme s'il testait un terrain inconnu. La vallée s'étendait devant lui dans des tons sourds de blanc et de gris faussement paisibles, comme si rien n'avait bougé sous la surface de sa vie alors que tout avait bougé. L'avertissement du médecin résonnait dans ses pensées, non pas comme une panique, mais comme une vérité constante et inévitable, et les mots de Nancy de la nuit précédente étaient encore plus forts. Pendant des décennies, il avait assimilé l'autonomie à la solitude, croyant que le fait d'avoir besoin d'aide était une fracture dans son caractère plutôt qu'un ajustement stratégique.
Maintenant, il se tenait à un carrefour où refuser de l'aide pourrait signifier renoncer à la vie même qu'il essayait de défendre. Les lignes de piège avaient toujours besoin d'être entretenues, les piles de bois avaient toujours besoin d'être réapprovisionnées et les clôtures ne se répareraient pas d'elles-mêmes après de fortes chutes de neige. Il pouvait continuer comme il l'avait fait et jouer avec le rythme imprévisible de son cœur, ou il pouvait prendre une décision qui blesserait sa fierté mais protégerait son avenir. La décision ne vint pas facilement, et il fit les 100 pas sous le porche, avant de finalement retourner à l'intérieur, avec une détermination qui lui semblait à la fois étrangère et nécessaire. Il attrapa le téléphone avec une hésitation qui aurait semblé absurde à la version plus jeune de lui-même, le cow-boy de rodéo qui croyait autrefois que la force signifiait ne jamais plier. Le premier appel fut pour un voisin proche, qui avait offert son aide au cours des hivers précédents, et la voix de Tom portait un poids d'humilité lorsqu'il expliqua qu'il pourrait avoir besoin d'aide pour transporter des charges plus lourdes et vérifier la partie la plus éloignée de la clôture. Il n'y avait pas de jugement à l'autre bout de la ligne, seulement un accord direct sur le fait que les voisins s'entraident est ici un rappel que la survie dans les montagnes avait toujours impliqué une communauté qui l'ait reconnue ou non. Le second appel était plus difficile, impliquant des arrangements pour passer une partie des semaines d'hiver les plus rudes, plus près de la ville, à une distance raisonnable des soins médicaux, si un autre épisode survenait. Dire ses plans à haute voix les a rendus réels, et pendant un moment, il a fixé les murs de la cabane, s'attendant à ce qu'il rejette l'idée. Nancy a regardé tranquillement, le soulagement adoucissant son expression comme chaque conversation s'est terminée sans drame ou pitié. Elle s'est ensuite avancée vers lui et lui a dit « Tu n'as rien abandonné aujourd'hui, sa voix est ferme et certaine tu as assuré le lendemain. » Il n'a pas répondu immédiatement car l'orgueil ne se dissout pas en un seul matin, mais il a senti un changement subtil à l'intérieur, comme si le fardeau de prétendre à l'invincibilité s'était envolé juste assez pour lui permettre de respirer plus librement. Cet après-midi-là, il a parcouru le périmètre à un rythme mesuré, non pas pour prouver son endurance, mais pour reconnaître la continuité, et il s'est rendu compte que l'adaptation n'effaçait pas son histoire avec les montagnards, ni ne diminuait les décennies qu'il avait vécues sur cette terre. La montagne se dressait toujours indifférente mais constante, et il comprit que demander de l'aide ne signifiait pas renoncer à la propriété de sa vie, mais la sauvegarder. La dure réalité lui avait forcé la main, mais en choisissant d'agir plutôt que de nier, il retrouva une force différente, une force enracinée, non pas dans le défi, mais dans la préservation. Et le rythme de la ferme se transforma subtilement, tandis que Tom O'Hare s'installait dans un rythme recalibré qui équilibrait la prudence et l'objectif. La ligne de piège était désormais plus courte, stratégiquement positionnée pour minimiser les randonnées épuisantes à travers de profondes dépressions. Et les tâches plus lourdes étaient coordonnées avec des voisins qui arrivaient sans fanfare et repartaient sans attente de remboursement au-delà du respect mutuel. Tom se levait toujours avant l'aube, préparait toujours du café pendant que la vallée dormait et sortait toujours pour lire le ciel avec l'œil exercé d'un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à étudier le temps comme un allié et un adversaire. La différence ne résidait pas dans le paysage, mais dans sa conscience. Il écoutait son corps avec la même attention que celle qu'il réservait autrefois aux hurlements lointains des loups ou au mouvement du vent. Chaque respiration contrôlée, chaque mouvement délibéré devenait un acte de discipline plutôt que de déni. Il y avait des moments de frustration, en particulier lorsqu'il s'arrêtait pour se reposer là où il aurait autrefois pressé le pas sans réfléchir. Et lors de ces pauses, il affrontait plus honnêtement que jamais la piqûre persistante du vieillissement. Pourtant, il y avait aussi une gratitude tranquille tissée dans ces mêmes pauses, une reconnaissance du fait qu'il était encore debout, qu'il regardait encore le lever du soleil peindre la neige en or, qu'il partageait encore cette vie avec Nancy, au lieu de la laisser l'affronter seule. Un soir, alors que le ciel brûlait des dernières lueurs du jour, Nancy le rejoignit sous le porche et glissa sa main dans la sienne, un geste qui ne nécessitait aucune explication et ne portait aucune accusation. Elle lui demanda si l'ancien rythme lui manquait, et il admit que oui, qu'il y avait une certaine satisfaction féroce, à repousser les limites, sans hésitation à croire que la montagne céderait toujours à la volonté pure et simple. Il a également admis une chose, qu'il avait autrefois considérée comme impensable, à savoir que survivre signifiait désormais plus pour lui que faire ses preuves. La montagne ne s'était pas adoucie, et elle ne le ferait jamais, mais il avait appris que l'endurance n'avait pas à être la même à chaque saison de la vie. Il a réfléchi à la façon dont les téléspectateurs de Mountain Men
voyait souvent le spectacle de la résilience sans être témoin des recalibrages privés nécessaires pour la maintenir année après année. Il s'est rendu compte que la force n'était pas un trait de caractère figé dans la jeunesse, mais une décision répétée chaque jour, exprimée tantôt par l'action, tantôt par la retenue. La dure réalité de sa maladie cardiaque restait présente une frontière invisible qu'il ne pouvait ignorer, mais elle n'était plus ressentie comme un ennemi le traquant dans la neige. Au contraire, elle était devenue un instructeur sévère, l'obligeant à donner la priorité à la longévité sur l'orgueil et au partenariat sur l'isolement. Alors que l'obscurité s'installait dans la vallée, Tom regarda l'étendue sauvage qui avait façonné son identité et comprit qu'il n'avait pas été chassé par la montagne après tout. On lui avait simplement rappelé que la survie évolue, que même les hommes les plus forts doivent finir par redéfinir ce que signifie endurer. Il serra doucement la main de Nancy et dit « Je suis toujours là », et ces mots eurent plus de poids que n'importe quelle vantardise de conquête n'aurait jamais pu avoir. La montagne restait vaste et impitoyable, mais il avait affronté sa leçon la plus dure et choisi la vie. Et dans ce choix, il y avait une victoire plus silencieuse et plus profonde qu'il n'en avait jamais connue.